Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des zones clandestines. Aujourd'hui, émission spéciale puisque nous sommes à l'extérieur, outside, comme disent les Britanniques, et en qui plus est, sur les quais d'une gare. Toutes les meilleures aventures en fait commencent en fait sur les quais d'une gare, et c'est ainsi en fait que je vais vous raconter, ou plutôt, je vais laisser la parole à Jean-François Carracci pour vous conter son histoire, comment tout a commencé. Écoutons-le. J'ai été adopté. Comme tout enfant adopté, j'ai cherché à savoir d'où je venais. Pour certains, ça vient très tôt dans l'enfance, d'autres dans la jeune vie adulte et d'autres très tard. Et rares sont ceux qui rejettent totalement l'idée, parce que par peur de déception ou par absence totale de besoin en fait. Les rares fois où l'adoption se passe bien, eh bien les enfants adoptés n'ont absolument pas besoin d'aller voir ailleurs. Très souvent, les enfants adoptés qui veulent connaître leurs origines sont ceux qui ont été déçus par leurs parents adoptifs. Parce qu'il existe de très bons parents adoptifs et de très mauvais parents adoptifs. Parce qu'il existe de très bonnes personnes et de très mauvaises personnes, en général. Et parce que le processus d'adoption est un processus très particulier, qui n'est pas qu'un processus d'amour, de générosité ou de partage, mais aussi la découverte d'êtres, adultes et enfants, qui ne s'entendent pas forcément bien, pour des raisons culturelles, sociales, autres. Justement, dans les longues conversations que j'avais eues avec la Doschneichmann à l'époque, elle me disait que son procureur général de père avait donné tous les moyens matériels aux 7 ou 8 enfants qu'il avait adoptés, donc chacun dans des régions différentes du monde. Mais par contre, il n'y avait pas d'affection, il n'y avait pas d'amour. C'était quasiment un devoir social que ce couple Schmeickel avait assuré, a priori valablement. Moi, j'ai été adopté à l'âge de 4 ans. Je me souviens de l'orphelinat. Je me souviens de ce que me disait l'encadrement de l'orphelinat. Et surtout, je me souviens d'avant l'orphelinat, parce que je n'ai pas été mis en orphelinat de suite. Je me souviens, le très jeune enfant que je suis se souvient d'où il vient, se souvient de la tête de ses parents, se souvient de sa grand-mère. Donc, la reine Anne, notamment. Donc, quand il a été question de me rappeler, de redécouvrir cela, mais une partie de moi savait déjà, mais une partie de moi avait oublié, parce que c'est normal. Parce que c'est le processus normal de la psyché humaine. Je ne suis absolument pas exceptionnel à ce niveau-là. Quand, donc, le 1er janvier 2012, j'ai découvert sur mon bureau à Milan mon dossier, ça faisait déjà quelques frétillements qui s'étaient annoncés, parce qu'avant 2012 et après 2012, j'avais notamment donc le vice-président du Parti populaire roumain pour la France, Ion Popescu, qui m'avait dit « Tu sais pas qui sont tes parents, mais quand tu vas le savoir, tu vas être surpris. » Point barre. Cet homme était un ami intime de Basescu, l'ancien président de la Roumanie. Donc j'avais affaire, dès les premières semaines, les premiers mois de ma recherche de naissance, au-delà du dossier de la Securitate, et que je pensais ne pas être un vrai, parce que j'avais pas confiance dans ce dossier qu'on m'avait posé sur la table. Et donc, j'ai cherché en fait, j'ai appliqué la méthode qu'Andréotti m'avait apprise. Tu as une information, pars du principe qu'elle est fausse. Et fais tout le chemin qui prouve qu'elle est fausse. Si t'as pas trouvé qu'elle était fausse, c'est qu'elle est vraie. Concrètement. Et là, il est 22h40. Et nous sommes le 23 novembre 2025. Le fait est qu'il est 22h40. Eh bien, je vais prouver par A plus Z qu'il n'est pas 22h40 et que nous ne sommes pas le 23 novembre 2025 parce que nous ne sommes pas le 23 novembre 2025 partout sur Terre. Selon le calendrier arabe, selon le calendrier juif, selon le calendrier maya, selon le calendrier japonais, nous ne sommes pas à la même date. Selon les fuseaux horaires, là il est 22h40 où je me trouve en vallée de Chevreuse entre Rambouillet et Versailles, mais il n'est pas 22h40 ailleurs.
etc., etc., etc. Et puis en plus, l'échelle du temps, l'échelle qui est définie par l'être humain, certes par des calculs mathématiques qui se veulent savants, peuvent très bien ne pas exister dans une autre dimension. Parce qu'il existe différentes dimensions, on s'en est rendu compte ces dernières décennies, et on va encore plus s'en rendre compte dans les décennies suivantes. Le processus de logique, c'est celui-là. Quand je dis je suis le fils de Michel parce que je suis le fils de personne d'autre, c'est parce que j'ai fait les tests ADN de tous les autres hommes sur Terre, si vous voulez. Donc à un moment donné, sur 4 milliards d'hommes et 4 milliards de femmes, mais sur les 4 milliards d'hommes, si 3 milliards 999 millions 999 999 personnes ne sont pas mon père, celui qui reste, c'est mon père. Et ça, c'est la méthode qu'on m'a appris à travailler. Dans les dossiers que je faisais pour André Berlusconi, c'était ça. Quand j'ai fait la démarche d'aller voir l'archevêque Michel Laroche, qui connaissait très bien, qui avait très bien connu mon père et mon grand-père, je lui ai dit, Monseigneur, si vous voulez me reconnaître, faites-le selon vos propres informations, votre propre processus de réflexion et de recherche. Il n'y a pas de problème. Il me dit, tous les prêtres roumains que je connais me disent que vous êtes le fils de votre père. Donc vous êtes le fils de votre père, le fils du dernier roi de Roumanie. Quand Constantin Negout, archiprêtre pour l'église de Constantinople, me déclare par écrit sa flamme d'un sujet roumain pour son roi, je lui dis, vous êtes sûr de vous? Mais oui, je suis sûr de moi, puisque nous savons, patriarcat de Constantinople, qui est la maison mère de l'Église orthodoxe, la maison mère de l'Église orthodoxe d'Ukraine, de Grèce, de Roumanie, etc., etc. Nous savons, c'est sûr. Dont acte. Pareil pour l'archevêque Léonide, pareil pour l'archevêque Joseph Pope, etc., etc. Parce que ma démarche au départ n'était pas de succéder à mon père, mais c'était juste de savoir si des hommes comme moi, hommes de foi ou hommes de renseignement, en se posant la même question, avaient la même réponse. Parce que le processus d'enquête, de renseignement d'un homme de foi, d'un homme d'église et d'un homme du renseignement est le même. L'homme d'église va, par le pouvoir de la confession notamment, tout savoir sur toutes les familles, sur tous les secrets de famille. Tout simplement. Et pareil au niveau politique. Donc mon processus n'a pas été celui d'aller faire le malin. D'ailleurs, dans mes premiers articles de presse, dans mes premières publications, j'ai été très humble, très modeste, très prudent, m'excusant d'exister, m'excusant de faire cette démarche, mais avec la détermination d'aller jusqu'au bout. Les tests ADN que j'ai fait faire, ou qu'on a fait pour moi, je les ai faits selon le processus de renseignement normal, comme fait la DGSI, la DGSE. Vous croyez que la DGSI et la DGSE ont pas fait mes tests ADN? L'administration pénitentiaire, pareil. La confrérie du 500 avec sa grande prêtresse Corinne Muster-Cousin, pareil. Pour avoir l'assurance que j'étais bien celui que je disais être ou celui que je croyais être. Parce que je suis pas, moi, en mode Martinez-Bourdieu, alias Louis XX, ou Jean d'Orléans, à faire le malin, à montrer ma bite en disant « Regardez, c'est la plus belle, venez la goûter ». Moi, je suis pas dans cette démarche-là. Je ne l'étais pas, je ne le serai jamais. Moi, je suis dans la démarche de dire que c'est un miracle que je sois toujours en vie, c'est un miracle que j'ai su qui j'étais, et c'est un miracle que je puisse encore vous le dire. Et ce miracle-là, j'ai envie qu'on le vive ensemble, parce que, riche de cette expérience qui est la mienne, j'ai appris beaucoup de choses de la vie, et des choses utiles pour moi, et peut-être pour les autres. Et c'est parce que ce que j'ai vécu m'a défini en tant qu'homme. Mais ce que j'ai vécu m'a défini aussi en tant que potentiel roi. Aujourd'hui, je revendique plusieurs trônes. Parce que j'ai le droit de le faire. Parce que je descends. Je suis fils de roi, petit-fils de roi, arrière-petit-fils de roi. Le Grand Conseil de l'Ordre de Malte l'a écrit noir sur blanc au travers de son grand officier de justice, Roberto Montefosco. Par exemple, pareil, ce sont des papiers que je n'ai pas demandé. D'ailleurs, quand Roberto Montefosco
associé à l'archevêque bulgare Svatoslav Vassilev, m'avait reconnu, m'avait envoyé le papier, m'avait dit, s'il y a une erreur, ou si vous voulez rajouter quelque chose, faites-le, le format est en fichier Word, vous rajoutez ce que vous voulez. Et j'ai écrit par mail, officiellement, non, je n'ai pas à utiliser le papier en tête de l'ordre de Malte. Vous avez écrit ce que vous avez écrit, je valide ou je valide pas, on travaille ensemble, on travaille pas ensemble. Et j'avais envoyé copie de ma réponse au parquet de Versailles, officiellement, sur les adresses électroniques officielles, les adresses structurelles, comme on dit, du parquet de Versailles, parce que j'avais le souci de montrer la transparence de ma démarche. Et là où je me suis senti très seul au niveau de la justice française, c'est que j'aurais souhaité que la justice française réponde à la question de qui j'étais en me forçant à faire des tests ADN. Mais ils avaient la réponse, ils savaient que j'étais fils de roi, mais le Quai d'Orsay ne voulait pas que ça se sache. Donc je me suis retrouvé dans une situation complètement folle, en 2018 ou 2019, où j'avais Philippe Léon, commandeur de la Légion d'honneur, fils de général français, lui-même un général, qui avait comme meilleur ami Jean-Pierre Macron, patron des RG de Calais, qui lui dit oui, rapproche-toi Jean-François Guéranchy, et associe l'action de la Maison Royale de France avec l'action de Jean-François Guéranchy, parce que vous avez tout à y gagner, tous les deux. Dans acte, on a tout à y gagner, on avance. Donc aujourd'hui, je suis pas le type qui s'est fait avoir dans le sens que je me suis beaucoup j'étais pour rien, parce que ce gosse, mes ennemis aujourd'hui se disaient le pauvre Jean-François, il s'est bien agité, mais ça servait à rien. Pas du tout. Grâce au roman, grâce au podcast, grâce à mon boulot, grâce à mes amitiés, eh bien, je suis fort de la sincérité, de la légalité de ma démarche. Parce qu'au départ, le simple orphelin que j'étais se souvenait de quelque chose, des amitiés, pour certaines, certes, très particulières, parce qu'Andréotti et Berlusconi sont des amitiés particulières. Andréotti, je l'ai connu par hasard, c'est parce qu'Andréotti surveillait les affaires Carracci, surtout Antoine Carracci, plus que François-Joseph Carracci. Pourquoi ? Parce que Antoine Carracci avait créé l'ICO de France. Et Antoine Carracci était un brillant industriel, mais comme tous les Carracci, en tout cas ceux que je connais, très excessif, très bruyant. Et en fait, Antoine Carracci a fait un voyage en hélicoptère avec son groupe d'hélicoptères de Genève, de Sainte-Foy-les-Lyons, en Italie et en Sicile. En 1995-1996, Antoine Carracci a descendu l'Italie et la Sicile en hélicoptère. Ils étaient 20-25 hélicoptères. Le club des riches de propriétaires d'hélicoptères, Hélico de France, est descendu visiter notamment les temples grecs, gréco-romains d'Agrigente, notamment en Sicile, en hélicoptère. Ça avait fait un bruit terrible à l'époque. Déjà parce qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes, parce qu'ils respectaient pas les heures de vol, ils respectaient pas les plans de vol, etc. Donc les affaires italiennes n'étaient pas contentes en 95-96. Et comme Antoine Carracci, le père d'Antoine Carracci et de François-Joseph Carracci, avait été très longtemps dans l'enseignement italien, le nom Carracci, qui n'est pas un nom très répandu. Carracci est un nom très célèbre, mais très peu répandu. Donc c'est facile de trouver qui est un Carracci ou pas. Parce que la différence de Pugliese, Borghese, ou même Berlusconi, ou Benito, ou des noms comme ça, Andreoli, Andreotti, ce sont des noms courants en Italie, mais pas Carracci. Tu connais un Carracci ou tu le connais pas. Donc dans cette ambiance familiale particulière, moi j'ai appris à comprendre les choses d'une certaine manière et agir d'une certaine manière. Quant à Bois-d'Arcy, les 2 conseillers pénitentiaires que j'avais, la première fois, ils m'ont dit « Monsieur Carracci, vous nous racontez des histoires, ça ne nous intéresse pas ». 2 mois après, dans une même réunion, dans le même lieu, dans une cellule spécifique à Bois-d'Arcy, au petit quartier, ces 2 personnes, un homme et une femme, m'ont tendu la main, alors qu'on ne se serre pas la main, et m'ont dit « On vous présente nos excuses parce qu'on n'avait pas compris que votre histoire était vraie. Est-ce que vous pourriez nous tenir au courant, de voir comment, parce que ça nous intéresse ?» Et la femme en particulier était plus intéressée que l'homme. Il y en avait un qui était d'origine basque et l'autre une petite brune très sympathique.
Je dis oui, mais vous savez, je suis quasiment sûr de ne pas m'en sortir. Il dit pourquoi? Mais parce que regardez, je suis en prison pour un truc que j'ai pas fait. Et les preuves que j'avais qui m'innocentaient ont été détruites par François-Joseph Guerracci et son brillant avocat. Il dit mais vous savez, dans la vie, les choses changent. Oui, on verra bien. Et on est resté sur ça, eux et moi. Puis après, je suis sorti, etc. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Bon, quand le sénateur Youn Kodja, en janvier 2018, co-signe une lettre publique avec des universitaires roumains dans Justiciarul, le Mediapart roumain, en disant Jean-François Guerracci, le fils de Michel, et que par la suite, des gens m'appellent à régner, en tout cas, essaient de trouver l'échiquier qui va bien, donc le général Émile Adrien Magénissi, fils du général Magénissi, eh bien, je sais que je suis dans la tête de ces gens-là, pas parce que j'ai bien vendu mon affaire, ou parce que j'ai bien fait illusion, mais parce que eux-mêmes, dans leur propre processus de réflexion, dans le propre job qui est le leur, dans la propre sensibilité qui est la leur, ils se sont d'abord dit que je n'étais pas fils de roi, pour finir par en conclure que j'étais fils de roi. Parce qu'au fil des rencontres, au fil du recoupement des preuves, des témoins, etc., oui, je suis le fils de Michel parce que je suis le fils de personne d'autre. Et quand Margaret va à l'inauguration de la cathédrale le mois dernier, en habit civil, sans son diadème de princesse, sans aucune preuve d'appartenance à la maison royale, c'est parce que l'Église roumaine ne veut pas d'elle. Et c'est normal. Parce que le Dadu Radu a été fait prince par elle et par mon père, par le père de Margaret, de façon totalement folle, illégale, irraisonnable. De la même manière que Paul de Romanie, qui lui est un vrai prince, a fait n'importe quoi en essayant de prendre le pouvoir dans la société roumaine et être choisi par le Parlement roumain, en offrant des titres, en vendant des titres. Non, moi quand j'avais créé l'ordre de la couronne, avec l'appui de Maurice Andréoli, flic à Toulon et aristocrate italien, j'avais été très clair dès le départ dans toutes mes communications, et j'ai jamais changé. D'ailleurs, Andréoli a témoigné devant la justice en ma faveur, en disant que je n'avais pas fait de trafic d'influence, je n'avais pas fait de trafic de médailles, je n'avais rien promis, je n'avais pas demandé d'argent, rien. Juste, coucou, j'existe. Est-ce que vous, monsieur le procureur, est-ce que vous, monsieur le président du tribunal, est-ce que vous, monsieur le général, vous êtes d'accord pour associer votre nom au mien afin que je puisse exister? Eh bien, plus de 1000 personnes avaient dit oui, dont de très nombreux généraux, procureurs, notamment. Ambassadeurs aussi, préfets. Et personne n'a été piégé. Puisque ma démarche était très claire, elle était écrite. Et voilà, je suis le fils de Michel. Me feriez-vous l'honneur de rejoindre la couronne? Si vous croyez en la sincérité de ma démarche, accepteriez-vous d'en être le témoin? Point barre. Et ces propos peuvent être confirmés auprès de Maurice Andréoli, flic à la retraite désormais, dont la femme d'ailleurs était la bras droit de l'amiral de Toulon. Donc des gens très intelligents et socialement très bien intégrés qui ont été les témoins privilégiés de la façon honnête que j'avais de faire à l'époque et que j'ai toujours aujourd'hui. Quand Émile Adrien, encore il y a 3 mois, m'appelle en me disant « Viens sauver notre pays, je t'organise ça », moi je dis « Mais ok, je viens, mais je n'ai pas de fortune, je n'ai pas de dette. Je n'ai pas de problème que je connaisse, mais je n'ai pas de fortune et je ne veux pas que les Roumains me donnent de l'argent. Je serai payé pour le job que je fais, oui, mais je ne veux pas voler les Roumains pour m'enrichir. » Margaret touche depuis presque 10 ans maintenant les 50 millions d'euros qui revenaient à mon père. Mais qu'on me les donne, puisqu'ils sont à moi, puisque je suis le fils de Michel. Et dans la maison royale, le fils hérite à la place des filles. Et là, on s'organise. Et je peux même réinjecter cet argent qui restera le mien dans l'économie roumaine en faisant des grands investissements en mon nom pour créer de l'emploi et de la richesse en Roumanie. Et je peux faire pareil ailleurs. Si les 200 milliards d'euros
de fortune cachée de Carole II existe, ce qui est certain, puisque l'info venait d'un membre du renseignement français, ancien diplomate français. Eh bien, de cet argent-là, j'en ferai un fonds souverain que je posséderai et qui servira à créer de multiples richesses, de multiples grandes entreprises très rentables, très honnêtes et à l'action magnifique pour tous. Je ferai fortune en même temps que je fais faire fortune à d'autres. Mais je ne ferai pas partie de ces gens comme Charles III d'Angleterre qui font fortune en n'en ayant rien à foutre de ce qui arrive aux Anglais. Là, depuis 3 numéros, Paris Match explique que le prince William est un salaud. Intéressant, Paris Match vient de sortir 3 articles incroyables où il est affirmé que le prince William est un menteur, un colérique, un type qui ne tient pas parole. Mais c'est pas ce que je vous dis depuis un moment. Mais Paris Match le dit, donc c'est que c'est vrai. Mais moi, je vous le dis depuis un an. Je ne suis pas jaloux du prince William. Le prince William, il a cette image encore aujourd'hui du gamin avec son frère en pleurs devant la tombe de leur mère. Dont acte. Ça, je le respecte, il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche que le gamin est devenu un adulte et que cet adulte est un enculé. Tout autant qu'Andrew et Charles sont des gens mais épouvantables. Les Anglais peuvent changer de roi ou de reine aujourd'hui s'ils veulent. Ils peuvent aller chercher chez les Hanovre, chez les Stuarts, chez qui ils veulent, chez les Bourbon-Parme. Moi, je suis disponible. Mais je ne suis pas disponible parce que je cherche une fortune ou une gloire. Je suis disponible parce que j'ai traversé le stick de mon vivant et j'en suis revenu avec le savoir des dieux. Et je joue pas au chef de secte en disant cela. N'oubliez pas que quand la confrérie du 500 m'a contacté, elle m'a dit ça. D'ailleurs, un livre va retranscrire mot pour mot la conversation de cette femme, psychiatre à Dunkerque, membre de la confrérie du 500 à Bruges, où elle affirme que je suis fils de roi. Eh bien, les émissions des Hommes clandestines, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis encore nombreux. L'émission était consacrée à Jean-François Caracci au micro en fait, des Ondes clandestines. Tout tourné en fait en extérieur, outside, comme disent les Britanniques. Et j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de la sécurité. Merci.